Marie Degrand-Guillot est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour. Et donc directrice déléguée, donc on dit, alors maintenant c'est la nouvelle vie du compte Nickel, mais on ne dit plus compte Nickel, on dit Nickel maintenant. Exactement, Nickel tout court. Pourquoi vous avez enlevé compte? Je sais pas, c'est... Plus simple, plus efficace, il fallait qu'on marque les esprits plus fortement, donc voilà. Alors vous savez, quand des fois, pardon, mais en même temps j'ai fait cette chaîne, donc je fais un peu ce que je veux, et des fois vous avez des jeunes journalistes qui vous disent mais comment vous faites une interview, comment vous préparez une interview, etc. C'est quoi le sujet? Et le sujet en fait, c'est qu'est-ce que tu veux savoir? C'est-à-dire, si tu reçois quelqu'un et qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux vraiment savoir ou vraiment comprendre, alors ne le reçois pas, parce que ça ne va pas marcher. Et donc, il faut vraiment que tu aies ça en tête. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Et il faut parler de ça. Voilà. Et ensuite, tu ne prépares pas des trucs dans tous les sens. Ça ne sert à rien. Bon. Et moi, ce que je veux savoir et ce que je veux comprendre... Oh, non, mais soyez pas inquiète. Hein. Je suis pas inquiète, j'attends. C'est toujours très bienveillant. C'est... Normalement, une boîte comme Nickel, compte Nickel, on a raconté sa croissance, on a raconté son histoire. Hugues Lebret, il est venu nous voir, enfin, on a traversé des épisodes de tempête avec Hugues ensemble. Et quand une boîte comme ça est rachetée par une banque comme BNP Paribas, normalement, en fait, elle n'arrive pas à maintenir cette dynamique. Donc, Marie, comment est-ce que vous faites pour maintenir, et est-ce que vous arrivez à maintenir la dynamique d'une boîte qui est née dans la tempête? Je trouve que c'est une super question. Mais oui, c'est la bonne question. Exactement, et qu'on ne m'a pas encore beaucoup posée. Et effectivement, je pense que la relation avec notre actionnaire, elle est complètement fondamentale dans le succès qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que c'est très facile, je pense, pour les banques aujourd'hui de racheter des fintechs assez chers, et en gros de les envahir avec leur processus, leur gouvernance, leur conformité, et de les étouffer. Et c'est pas du tout ce qui se passe avec nous. Ce qui est très important, c'est que ce rôle et cette relation entre Nickel et BNP Paribas, on est sur une ligne de crête. On joue ensemble à l'équilibriste, mais on le fait par magie de manière assez remarquable. Et en gros, aujourd'hui, on arrive, Nickel, à être très indépendant. On choisit notre stratégie, on choisit nos produits, on choisit notre marketing, on est même sur nos plateformes IT dans le monde bancaire. Mais on est... on a un conseil de surveillance, on a un actionnaire qui nous suit de près et on bénéficie de toute l'expertise, de la puissance de feu d'un groupe bancaire comme ça, notamment sur les sujets peut-être un peu moins sexy, dont on parle un peu moins, mais pourtant fondamentaux, que sont la conformité, le juridique, les risques, la sécurité. On va se tutoyer, hein, Marie. Tu rigoles. La conformité, c'est comme ça que les banques ont essayé de tuer le compte Nickel. C'est d'abord en l'attaquant sur la conformité, en disant c'est un outil de blanchiment, en disant vous respectez pas l'ensemble des règles qu'il faut respecter. Ben non, c'est au cœur du truc. Bien sûr, mais la conformité, c'est au cœur des sujets des opérations de Nickel. Première chose, juste parce que tu fais une petite parenthèse, et puis qu'on se tutoie du coup, ouais. Nickel et les fraudeurs. Je pense que c'est très important de se rendre compte qu'avec des outils digitaux comme ceux qu'ont Nickel en main, on est capable de mettre en place des dispositifs de lutte contre la fraude, de lutte contre le financement du terrorisme et de lutte contre le blanchiment qui sont d'une efficacité inouïe par rapport à ce qui est possible dans les banques traditionnelles. Première chose. Donc ça, c'est mis à part. Quand je dis qu'on apprend... Comment ça? Attends, non, j'ai trop vite écarté. Tu dis par rapport à ce qui est disponible dans les banques traditionnelles? D'une efficacité, parce qu'on a une agilité. Tu es toi plus efficace dans Je pense, par exemple, nous, notamment, on a toutes nos données. On a encore un modèle simple, on a un produit unique, on a une complexité, on n'a que 6 ans. On n'a pas dit il y a combien de millions de membres? Donc, chez Nickel, on a 1,8 million de clients, voilà, on ouvre à peu près plus de 40 000 comptes tous les mois, donc on a une croissance phénoménale. Mais l'avantage, c'est qu'on a un produit simple, c'est un compte courant avec une carte. On est uniquement sur payer, être payé, oui, et on n'a que 6 ans. Donc la complexité qu'on a engendrée est encore toute relative. Et toutes nos données sont au même endroit, accessibles de toutes nos équipes. Quand vous êtes une entreprise centenaire, bicentenaire, même plus récente, mais quand même pas de 6 ans, vous avez différents systèmes qui s'empilent, la donnée n'est pas accessible, c'est très compliqué d'avoir une vision de bout en bout d'un client, de toutes ces transactions. Nous, tout est accessible. Donc en fait, nos équipes de conformité, elles ont une capacité d'analyse et d'autonomie qui est gigantesque par rapport à ce qui peut être fait chez d'autres acteurs. Donc ça, c'est le premier sujet. Et alors là, pour le coup, quand même, il faut le dire, c'est-à-dire, là, il n'est plus question de rigoler parce que vous contaminez BNP Paribas. Non, mais il n'a jamais été question de rigoler. Et c'est le sujet de tous les sujets. Non, mais comme, en fait, à un moment quand même, mais je la connais intimement, vous ne pouvez pas savoir à quel point je la connais, votre histoire. En tout cas, l'histoire de Nickel. À un moment, quand même, quand vous êtes dans une aventure de croissance et dans une histoire de croissance, vous pouvez faire
Zoom avec la sécurité, par exemple, et le fondateur de Zoom a reconnu qu'ils avaient déconné, et clac, 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 on a vite verrouillé ce qu'il y avait à verrouiller. Il y a eu un moment comme ça aussi dans l'histoire de Compte Nickel, où à un moment on est sur une telle croissance qu'il y a des trucs auxquels on n'a pas fait gaffe, et on les verrouille très très vite. Bon, d'accord, mais voilà. Mais en tout cas... Je referme la parenthèse. Ok, mais je veux juste quand même préciser qu'on est depuis le début dans un marché régulé. Si vous connaissez Hugues, vous connaissez nos fondateurs, Tout à fait. ils ont remis un dossier de 4000 pages pour avoir l'agrément. Il y a eu un travail fait sur nos processus dès le démarrage qui était phénoménal. Et aujourd'hui encore, on s'améliore, on apprend. Et d'ailleurs, les fraudeurs sont en perpétuelle créativité, et il se trouve que nous aussi, sauf qu'on a des gens qui adorent trouver ce qu'ils vont inventer, et eux, ils adorent trouver les solutions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dynamique. Et quand je dis que dans la relation au groupe BNP Paribas, c'est un élément sur lequel on apprend, c'est par exemple, donc déjà, il y a 3 métiers chez nous qui ne sont pas rattachés directement à notre patron, qui sont rattachés à un patron dans le groupe. Donc c'est ces 3 métiers, juridique, conformité et risque. Quand je dis qu'on apprend, c'est que ça fait des années que le groupe BNP Paribas, comme les autres groupes bancaires, sont exposés à ce niveau de risque. Donc on apprend énormément pour ensuite intégrer ces schémas de fraude et ces niveaux de sécurité dans nos systèmes et donc apporter le meilleur service à nos clients. Marie, alors d'abord j'ai bien aimé la façon dont tu as dit notre actionnaire, c'est-à-dire tu te considères pas, toi t'étais pas dans l'histoire Nickel avant le rachat à BNP Paribas. Non. Et tu étais chez BNP Paribas et tu as été détaché auprès de Nickel ou Pas du tout. Tu es rentré direct Nickel sans passer par la case BNP Paribas? Moi, je viens du monde associatif. Je dirigeais une grosse ONG qui fait du microcrédit dans une équipe fabuleuse et j'ai rejoint Nickel parce que je suis convaincu de l'impact de cette entreprise pour les Français en général. Alors, et dans la clients. croissance de Nickel et dans le succès de Nickel, ouais. il y avait aussi une communication, quoi. Il y avait aussi, c'était la banque sans banque. Il y avait, encore une fois, Hugues, c'est lui qui m'a donné les chiffres de la façon dont les banques, à travers les découverts, sont en fait, la banque coûte 3 fois plus cher à quelqu'un qui n'a pas d'argent qu'à quelqu'un qui a de l'argent. Globalement, c'est à peu près ça le sujet, hein, avec les découverts, bref. Et Hugues, dénonçant d'ailleurs ces banquiers qui poussent d'une certaine manière à la consommation et aux découverts, les plus fragiles et les plus faibles. Tu peux plus communiquer sur ce terrain-là, toi, aujourd'hui? Oui, alors donc, Hugues est un talentueux, brillantissime communicant, et je pense que quand on n'existe pas, exister contre fait énormément de sens. Pour faire émerger une entreprise comme Nickel, se dire, tiens, je vais taper sur qui? Sur les gens qu'on aime d'ailleurs d'habitude globalement assez bien taper dessus, ça pourrait être porteur d'une notoriété spontanée qui soit très forte. Et je pense que ça a été très malin de le faire comme ça, parce que l'objectif d'une entreprise qui veut changer autant les choses et autant le quotidien des Français, c'est de se faire connaître le plus vite possible. Donc la communication, c'est fondamental. Aujourd'hui, on est contre personne. Aujourd'hui, on a 1,8 million de clients, on a 5800 buralistes partout en France. 5800 buralistes, ça veut dire qu'en 6 ans, on est le 3e réseau de distribution de concurrents en France, en couverture du territoire. Donc, on est contre personne, on trace notre route, on est en train de devenir européen, ça va sûrement pas s'arrêter là. Et donc, on n'est pas anti-banque, on n'en a pas besoin. N'empêche que, je tiens à le dire, parce que alors Bismarck, là, défenseur des banques, si les banquiers ont un refuge, c'est ici. N'empêche que les frais d'intervention, c'est un scandale. Voilà. Alors depuis, d'ailleurs, ils ont été plafonnés, mais c'est quand même un scandale invraisemblable. Mais juste pour ce point-là, donc là, c'était juste sur le côté de la com. Ouais. Sur nos clients, ils n'ont pas changé. On a un tiers de nos clients, et on est fiers de tous nos clients, un tiers de nos clients qui ont un historique bancaire hyper compliqué, qui ont été fichés, et qui, avec nous, veulent juste vivre leur vie tranquillement, à gérer leur argent, acheter et dépenser. Le 2e tiers, c'est des gens qui payent cher la banque. Et comme tu le disais, le compte courant, c'est 215 € par an en moyenne pour les Français. Si vous faites partie des 20% des Français qui gagnent moins, vous payez jusqu'à 400 €. Pourquoi? À cause du découvert. 40% des Français sont en dépassement d'autorisation de découvert tous les mois. Donc c'est pas juste quelques populations, c'est énorme. Ils ne le sont pas par hasard. Exactement. Ils le sont aussi parce que les banques qui auraient parfaitement les moyens de stopper ces découvertes beaucoup plus tôt ne le font pas. Le modèle économique des banques, c'est celui-là. Je le maintiens. Bon, très bien. Ça n'est pas un débat. Mais voilà. En tout cas, on a toujours ce tiers-là. Et pour nos clients, vis-à-vis de ce tiers de clients, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle, comprendre combien ça vous coûte. Et en gros, parce qu'il faut le préciser, il n'y a pas de découvert possible. Chez nous, il n'y a pas de découvert. Ça coûte 20 € l'année. Puis ensuite, c'est à l'acte, selon ce que vous allez faire. Donc, en moyenne, ça coûte 65 € par an par client. Ce qui, en gros, vous fait diviser par 3, 3,5 le coût. Donc, ça, c'est énorme. Et puis, le dernier tiers, c'est des comptes secondaires. Et là-dessus, on se bat plutôt avec les autres néobanques. C'est vous voyagez beaucoup. Bon, en ce moment, on ne voyage plus trop, mais on a très peu de frais à l'étranger. Vous l'achetez sur Internet et pas risquer votre salaire. Vous prenez un compte dédié. Voilà, ce genre de compte. Donc, c'est important de redire que nos clients sont les mêmes que ceux que tu évoques et que 60% de nos clients nous utilisent comme compte principal. Et c'est vraiment ça notre stratégie. Ouais.
pourquoi est-ce que, alors c'est en corollaire, pourquoi est-ce que les grandes banques, alors il se trouve que tiens, le patron de Shine, racheté par la Société Générale, est venu récemment, j'ai parlé de ça avec lui aussi. Pourquoi est-ce que les grandes banques n'arrivent pas à créer ces trucs-là ? Pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à créer les néobanques ? Parce que tu dis, on est la première néobanque de France. Non, c'est Bourso quand même la première, c'est Boursorama. Ah oui, mais parce que dans l'étymologie de néobanque, c'est plutôt les banques qui sont nées en même temps que nous. Boursorama, je suis d'accord que... Bah oui, mais ils étaient en avance sur tout le monde. Oui, c'est la première banque en ligne, je suis d'accord. Non, mais ils ont un service diversifié. En fait, c'est la seule fois où une grande banque a réussi à créer, en fait... Moi, je pense qu'il y a des exemples de success stories qui sont un objet plutôt de disruption. intrapreneuriales. Ça existe. Mais il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas énormément. Hello Bank, c'est quand même pas, je vais pas te mettre en porte-à-faux, mais c'est quand même pas le truc qui révolutionne le service bancaire. Mais je pense que c'est très compliqué, dans les marchés réguliers notamment, de réussir à créer l'énergie et le souffle pour la disruption. C'est très compliqué, très vite dans les banques, puisqu'elles ont les régulateurs et elles ont énormément de responsabilités vis-à-vis de l'économie. C'est très compliqué de se dire, allez, je donne les clés du camion, monte-moi un projet et ça va détonner. Moi, je pense que c'est quasiment impossible. Par contre, en tant que dirigeant de banque, vous pouvez complètement repérer les startups qui ont un avenir prometteur et réussir à leur faire un espace qui soit très protégé. C'est le cas chez nous. Voilà, c'est ça. Et je pense que le rachat de BNP Paribas par Nickel est exemplaire, et on devrait faire des études de cas sur ce truc-là. Ça a été fait en 7 jours. C'est aussi une rencontre entre des hommes, notamment Thierry Laborde qui était sur le plateau il n'y a pas très longtemps encore. Absolument. Et aujourd'hui, on bénéficie vraiment de l'accès à toute l'expertise qu'on veut dans un groupe bancaire où il y a plein de gens brillants, forcément comme dans toutes les entreprises, et la liberté d'action dont a besoin une entreprise si jeune comme la nôtre. Donc ça veut dire qu'au sommet, alors pour le coup évidemment Thierry Laborde, directeur général adjoint, qui est en charge du retail en fait en Europe, je crois que c'est ça, et qui donc a Nickel dans son périmètre, enfin c'est même lui qui a négocié le rachat. Ça veut dire quand même qu'il a dû mettre des murailles autour de vous et de dire à tout un tas de gars N-2, N-3, etc. Vous y touchez pas, vous les laissez tranquilles et que vous-même vous êtes en capacité de temps en temps de décrocher votre téléphone et de dire Thierry tu peux calmer machin parce que il est en train mais je pense que c'est un peu moins coercitif. L'ambiance de travail est quand même globalement assez détendue. Il y a des histoires de pouvoir. Il y a toujours des histoires de pouvoir. Mais bien sûr que c'est fondamental, que ce rôle-là est fondamental. Mais aujourd'hui, il est très intégré. Aujourd'hui, on rencontre n'importe quel N-2, vous dites, on rencontre n'importe quelle personne, ce discours est intégré. Il me dit, Nickel, j'adorerais bosser avec vous, mais surtout... j'ai pas le droit. Qu'est-ce que je peux faire, mais si tu veux pas, c'est pas grave. Ouais. C'est intégré dans la culture, ce que je veux vous dire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un petit miracle et que ça mérite de faire une étude de cas. On attend à avoir Business Review pour leur expliquer comment ça s'est passé. Et donc, il fallait forcément quelqu'un qui vienne, d'où le parcours, il fallait forcément quelqu'un qui vienne du dehors, alors à ce moment-là, pour réussir ça. En tout cas, aujourd'hui, à la tête de Nickel, dans l'équipe de direction, on n'est clairement pas que des banquiers. Donc, il y a... Toi, autour de toi, ils sont tous... il y en a qui viennent quand même de l'univers BNP Paribas. Tout à fait. Aujourd'hui, Thomas Courtois, qui est président de Nickel, c'est un 100% BNP Paribas. Mais BNP Paribas, c'est faire grandir des ovnis. Parce que Thomas, il est aussi fou que nous tous, dans ce collectif-là. Et donc, il est convaincu de l'avenir de l'entreprise et du fait qu'on doit être absolument unique et qu'on doit rester fidèle à ce qu'on est. Donc, ça existe aussi dans les grands groupes. Et après, il faut savoir construire des équipes un peu avec des gens très complémentaires. Donc, on a des gens qui viennent de l'énergie, moi qui viens du monde de l'ONG. Et je pense que cette équipe-là, aujourd'hui, elle est vraiment solide. Elle est capable de porter la croissance qu'on a et l'ambition qu'on a. Parce qu'on ne se ressemble pas, en fait. T'as raison. C'est un cas d'étude. On va suivre ça. C'est très intéressant et fondamental, parce que l'intégration des startups dans les grands groupes, ça porte une partie de notre croissance future. Donc, si ça se passe bien, et je te crois sur parole, à ce moment-là, c'est effectivement très intéressant. Merci, Marie. Merci beaucoup.